Nos exigences sont souvent beaucoup plus freinantes qu'on l'imagine. Parce que tomber amoureuse, c'est se laisser surprendre par une personnalité. C'est vraiment à un moment donné plonger dans la piscine et accepter d'être dans l'accueil, dans l'ouverture complète et, de mettre complètement en sourdine cette petite voix qui va nous amener à penser que cette personne-là est sympathique mais ne nous correspond pas sur tel ou tel aspect. Et plus on a ces exigences, en fait, plus on passe à côté de la personne parce qu'on ne capte que 10% de son être. Parce que très vite, on va avoir une petite voix qui nous dit cette personne ne nous intéresse pas. Mais en fait, on ne va pas établir ce qu'on échange, qui à un moment donné va faire que l'autre va nous captiver et va nous faire oublier qu'il est trop grand, trop petit ou que socialement, il correspond pas exactement à ce que l'on attendait. Et justement, alors déjà pour le physique, c'est vrai que c'est compliqué parce qu'il y a quand même des personnes qui aiment plus les blonds, des bruns, des grands, il y a quand même il y a l'attirance, l'envie, Ouais. l'envie physique de l'autre qui est importante. Alors moi je dis que les attirances physiques et intellectuelles, souvent elles nous mènent dans le mur. Elles sont intéressantes, mais elles ne correspondent qu'à 10% du fondamental. Donc on peut se laisser mener par ces attirances physiques ou intellectuelles, mais ce qui est intéressant, c'est tout ce qu'il y a en dessous. Les attirances physiques et intellectuelles, c'est un petit peu, si vous voulez, la partie émergée de l'iceberg. Tout ce qui est intéressant dans une personne, c'est au contraire sa sensibilité, le regard qu'elle va poser sur tel ou tel événement, sur la société, sur sa manière de penser, ses moteurs. Voilà. Et donc, quand on se laisse uniquement mener par ses attirances physiques et intellectuelles, c'est comme ça qu'on a des relations qui s'arrêtent assez vite ou l'état amoureux qui s'en va très, très rapidement. Parce que tomber amoureux, c'est ressentir une émotion. Et on ne peut ressentir une émotion que sur l'être et non pas sur son faire. C'est-à-dire non pas sur ce qu'il fait, non pas sur comment il le fait, mais pourquoi il fait les choses, pourquoi il est amené à... pourquoi il a fait ce choix de vie, pourquoi il habite tel quartier, pourquoi il fait tel sport, pourquoi il a choisi de quitter son job. Voilà, ce qui est intéressant et ce qui nous permet de tomber amoureux, c'est de ressentir une émotion. Et l'état amoureux ne prend que s'il y a circulation des émotions. Et dès qu'on est trop sur le faire ou sur le paraître, l'autre est dans le contrôle de son image et donc on peut être dans l'admiration. Mais l'admiration génère beaucoup de désillusions. Donc moi, toute mon approche, c'est de reprendre ce que c'est que l'état amoureux dans sa notion vraiment programmation génétique, c'est-à-dire qu'on est tous programmés pour aimer et être aimés. On a cela en nous. Et donc, ce qui est important, c'est de comprendre que plus on ouvre l'échange, plus on se donne l'occasion de tomber amoureux. Et aujourd'hui, dans nos sociétés, et plus on avance en âge, plus on s'autocontrôle. Donc, c'est pourtant très facile de remettre en place ces conditions qui permettent à la magie amoureuse d'opérer. Et bien, ces conditions, on peut facilement les remettre en place dès lors qu'on est dans un échange avec l'autre qui est éloigné du physique et de l'intellectuel, mais qui est sur les moteurs de vie, les aspérités, le parcours. C'est-à-dire, c'est comme si vous aviez un immense curseur, comme ça, de l'étendue de votre personnalité. À un extrême, vous avez tout ce qui vous rend joyeuse, ce qui vous anime, ce qui vous fait lever le matin, ce qui crée du bonheur. Et de l'autre côté, vous avez au contraire tout ce qui vous a peut-être rendu malheureuse, tout ce qui a pu, dans votre parcours, créer vraiment des disruptions, ce qui a été des épreuves. Et souvent, on a tendance à rester sur son centre, c'est-à-dire à expliquer ce que l'on fait, à parler de ses voyages, à parler de ses activités sportives ou de son job ou du dernier ciné, du dernier bouquin. Eh bien, il faut comprendre que quand on est dans cette partie un peu ventre mou, un peu vitrine de soi, on n'en voit rien. En fait, c'est plat. C'est l'admiration éventuellement. Moi, ce que je dis, c'est que dès lors qu'on aborde les sujets un peu extrêmes, alors là, on en voit tout ce qui est chair, matière de notre être, de notre singularité, et l'autre, il a comme des prises, en fait, sur ce que l'on est. C'est un peu comme l'escalade, il a des prises sur les aspérités de notre personnalité. Il peut nous capter,
là il peut ressentir une émotion et alors il peut tomber amoureux. Et du coup, trop s'ouvrir, enfin, moi j'appelle ça un peu trop s'ouvrir, trop donner ses petits points faibles. Du coup, quand on va dans l'émotion et qu'on donne ses sensibilités, du coup, l'autre en face, il peut en jouer, ou il peut. C'est pas pour autant parce qu'on va s'ouvrir que l'autre en face va être réceptif et prêt aussi lui à être aimé ou à aimer en retour. C'est impossible. Je peux vous dire, en 10 ans de métier en accompagnement, quand en fait, les personnes souvent pensent que parler de ses doutes, de ses questionnements, c'est parler de ce qui était intime, de ses fragilités. Mais en fait, il n'y a pas de séduction sans fragilité. Il n'y a pas de séduction sans vulnérabilité. Parce qu'on ne peut pas tomber amoureux de quelqu'un si en fait on ne capte pas sa vision qu'il a sur le monde, sur les choses, Et la sensibilité de quelqu'un, il n'y a que ça qui nous amène à tomber amoureux. Sinon, c'est de l'admiration. Il est beau, il est sympa, il est intelligent, et ça dure pas longtemps. Ça dure 3 semaines, ça dure 3 mois, pas plus. Et du coup, ce que j'ai vu dans un interview, que ce soit un homme ou une femme, c'est pareil. C'est exactement pareil. Il n'y a pas de séduction sans vulnérabilité. Et en couple, c'est exactement pareil. Mais il n'y a déjà pas le physique en premier pour les hommes, par exemple. Le physique, c'est formidable. C'est ce qui nous attire. Ouais. Et ensuite, il faut aller descendre pour que là, il y ait un pont d'échange qui s'établisse et que les émotions circulent. Sinon, on ne tombe pas amoureux. On passe des années comme ça et on enchaîne les rencontres et on se trompe d'interprétation. On se dit « Oh, les mecs que je rencontre ne sont pas intéressants » ou alors « J'ai pas de chance dans ma rencontre ». Mais en fait, c'est pas ça le problème. C'est que dans tout ce lot de rencontres, il y a eu un type qui aurait pu être tout à fait intéressant. Mais simplement, on n'a capté que 10% de sa personnalité parce qu'on n'est pas allé chercher sa matière. Et si on était allé chercher sa matière, on aurait oublié qu'il était un peu trop petit, un peu trop grand, trop chauve, trop blond, trop... voilà. Et donc ça, c'est fondamental parce que de toute façon, c'est biologique. Si on veut créer l'amour, si on veut comprendre ce que c'est que l'amour réciproque, l'état amoureux réciproque, pour que vraiment il y ait des prises à un moment donné et qu'on ne se réveille pas au 4e matin en se disant « Oh, qu'est-ce que je fais là, je ne vais pas la rappeler », eh bien, il faut se mettre dans cet état-là. C'est la circulation des émotions parce que tomber amoureux, c'est ressentir une émotion. Alors, les points communs, on s'en fiche complètement. Et c'est ça qui est surprenant. Moi, Parce que ce qui est important dans une vie, c'est d'être au plus proche de ses envies. D'accord ? D'être au plus proche de sa vérité. C'est-à-dire, et si votre vérité à vous, elle est un peu éloignée de sa vérité à lui, parce que lui, il aime, je sais pas moi, le tennis et les voitures, et que vous aimez la lecture et le cinéma, vous allez vous retrouver, s'il y a un respect des individualités de chacun, vous pouvez vous retrouver dans vos échanges, dans votre base, c'est-à-dire dans votre quotidien. Et c'est pas très grave de pas tout partager. Il n'y a pas un modèle de couple. Il y a des couples qui sont très fusionnels et qui font tout ensemble. Mais vous remarquerez que c'est quand même assez difficile de matcher sur pas mal de ces sujets-là. Ce qui compte vraiment, c'est d'être d'accord ensemble sur certaines valeurs. Mais si y en a une qui est fan de shopping et que l'autre il déteste le shopping et qu'au contraire il est fan de ski et qu'elle elle déteste le ski, vous voyez, c'est pas ça qui va mettre en péril un couple. Ce qui met en péril un couple, c'est quand on ne connecte plus. En fait, ce qu'il faut, par exemple, pour faire perdurer un couple, c'est que chaque semaine, régulièrement, on reconnecte sur la partie très vraie de sa moitié. C'est-à-dire ce qui est très vibrant en elle. Et ce qui est très vibrant en elle, c'est donc se donner l'occasion d'être dans un échange, voilà, où on peut parler de ses doutes, de ses questionnements, de son regard que l'on pose sur quelque chose qui nous tracasse, sur quelque chose qui a été difficile, au contraire quelque chose qui a été très joyeux. Voilà, dès qu'un couple reconnecte régulièrement, semaine après semaine, sur ces petites choses-là, le couple, c'est ça le couple. Qu'importe finalement si on fait du vélo ensemble. Du coup, ça enlève un mythe parce que tous les sites de rencontres aujourd'hui, il y a les sites pour les sans gluten, il y a les sites pour... on trouve toujours un point commun pour relier les gens. On dit toujours qu'il faut qu'ils aient vraiment quelque chose en commun. Oui, mais les sites de rencontres, ils sont faits par des geeks, ils sont faits par des hommes. Il n'y a quasiment pas de sites de rencontres créés par les femmes. Et en fait, comme tomber amoureux, c'est se laisser surprendre par une personnalité, on ne tombe pas amoureux de sa même moitié de camembert. On a besoin de différence, on a besoin d'altérité, on a besoin un peu de gravir une montagne quand on tombe amoureux. Et donc, qu'on soit deux à pas manger de gluten ou qu'on soit deux à avoir un chat, non, ça ne fonctionne pas comme ça. C'est juste un prétexte pour se mettre en relation dans les sites de rencontre.